Non, de personne jamais je ne fus le contemporain. Je n'ai que faire d'un tel honneur. Oh, combien me répugne un certain homonyme. Ce n'était pas moi, c'était un autre. Il a deux pommes somnolentes, le souverain siècle, et une belle bouche argileuse. Mais sur le bras languide du fils vieillissant, il se serre, agonisant. J'ai, avec le siècle, soulevé des paupières malades, deux pesantes, somnolentes pommes. Et le grondement des fleuves m'a fait le récit des discordes enflammées des hommes. Il blanchissait, voici 100 ans, avec ses coussins, léger, escamotable, le lit. Sur lui s'allongeait étrange le corps d'argile. Le siècle enterrait sa prime ivresse. Au milieu de la grinçante progression du monde, comme elle était légère, la couche. Voilà, si nous ne nous forgeons pas d'autres siècles, durons la durée de celui-là. Dans la chambre chaude, dans la tente ou la carriole, le siècle agonise. Mais plus tard, deux pommes somnolentes sur l'hostie de corne luisent comme le feu d'un plumage. 1924. Voilà aujourd'hui presque 100 ans qui séparent le texte du poète russe Ossip Mandelstam de celui de son traducteur Jean-Claude Schneider. À l'occasion de la 6e édition du Printemps de la Poésie, nous avons l'honneur d'accueillir Anastasia de la Fortelle et Jean-Claude Schneider pour discuter de la première publication en français des œuvres complètes de Mandelstam dans une coédition de la Dogana et Le Bruit du Temps. Il s'agit d'un coffret comprenant 2 volumes de poésie et de prose, accompagnés entre autres de notes, de commentaires et d'une chronologie de la vie du poète. Madame Anastasia de la Fortelle, vous êtes professeure de littérature et civilisation russe à l'Université de Lausanne et vous vous êtes occupée de tout l'appareil critique de cette édition. Pourriez-vous nous situer la poésie de Mandelstam par rapport à son époque ? La poésie de Mandelstam mûrit au début du XXe siècle, l'époque qui connaît un très grand foisonnement, je dirais même un foisonnement bouillonnant d'écoles artistiques. En effet, à cette époque, les chapelles littéraires se multiplient à une vitesse exceptionnelle, extraordinaire, futurisme, acméisme, adamisme, imagisme. Mais à un moment donné, tous ces nouveaux mouvements artistiques finissent par prendre la place du courant littéraire qui était dominant sur la scène littéraire depuis la fin du XIXe siècle et qui était le symbolisme. Et Mandelstam, au début, était proche de la poésie symboliste, avec laquelle il partageait un certain nombre de thèmes. Par exemple, l'opposition entre l'instant et l'éternité, la parole poétique en tant que musique. Il partageait avec l'école symboliste, en outre, quelques-uns de ses principes esthétiques, et notamment ce combat que menait l'école symboliste contre la fonction prosaïque du langage. Mandelstam refuse, comme les symbolistes, refuse d'assigner au verbe poétique une fonction purement nominative, purement communicative, celle d'un mot en tant que signe, servant à une rapidité d'expression de la pensée. Mais assez rapidement, Mandelstam prend ses distances par rapport à l'école symboliste et notamment par rapport à leur paradigme, au paradigme central du symbolisme, pour lequel poésie et mystique fusionnent, se confondent, et qui voit dans le verbe poétique essentiellement l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et Mandelstam, assez rapidement, commence à reprocher justement aux symbolistes cette désincarnation du mot qui devient, comme le considère Mandelstam, devient chez les symbolistes versatile, fluide,
qui se perd dans un réseau de correspondance et perd ainsi toute valeur intrinsèque. Tout en étant opposé à ses contemporains symbolistes, Mandelstam s'oppose également à un autre mouvement qui est en plein épanouissement à l'époque, qui est le mouvement du futurisme. Les futuristes, ces grands explorateurs frénétiques de la langue poétique qu'ils considèrent être fin en soi, valeur en soi, avec leur slogan devenu célèbre, le mot en tant que tel. Et justement, Mandelstam reproche à l'esthétique futuriste la survalorisation de la forme poétique. Cette survalorisation de la matière sonore au détriment du sens, du contenu, du logos dont est doté le mot poétique. Donc, ni symboliste, ni futuriste, qui était Mandelstam ? Dès 1911, Mandelstam rejoint le groupe littéraire qui se forme sous l'égide de Sergei Gorodetsky, Nikolai Gomilov et Anna Akhmatova et qui porte le nom des ateliers, de l'atelier des poètes. Déjà, d'ailleurs, ce nom met l'accent sur cette idée de la création littéraire en tant que technique, en tant que métier. Assez rapidement apparaît un autre nom qui est celui d'acméisme, qui vient du mot grec acmé, qui signifie apogée. Et Mandelstam écrit un des premiers manifestes de ce mouvement acméiste, qui est son article de 1912, Le matin de l'acméisme. Quels sont ces principes esthétiques et poétiques de la nouvelle école acméiste à laquelle adhère Mandelstam ? Donc moi je dirais que à l'imprécision et à l'abstrait de l'écriture symboliste, l'écriture qui se caractérise par un côté imprécis, indéfini de la structure sémantique, Mandelstam oppose, donc Mandelstam poète acméiste, oppose l'équilibre, la netteté de forme, de rythme, l'expression, la précision de l'expression. Donc le mot devient le mot poétique devient pierre, comme le proclame d'ailleurs à haute voix le premier recueil de Mandelstam, Kamin. Et le poème est comparé à une cathédrale verbale érigée par le poète qui n'est plus un rêveur, mais plutôt un artisan, un tailleur de pierre qui combat la résistance de la matière pour donner à cette matière, pour transformer cette matière en une construction harmonieuse. D'ailleurs, les métaphores architecturales occupent une place très importante dans l'imaginaire aussi bien poétique que métapoétique de Mandelstam. Et donc, quelle serait pour vous la caractéristique principale de la poésie de Mandelstam ? Donc effectivement, c'est une très bonne question, mais à laquelle il n'est pas très facile de répondre en quelques mots. Si j'essaie quand même de définir en une minute ce que c'est ce principe dominant qui régit l'écriture poétique de Mandelstam, je dirais qu'il s'agit d'un principe qui est conditionné par sa vision panchroniste de la culture. Donc il s'agit du principe de continuité et d'unité. En effet, dans la poésie de Mandelstam, le mot représente une forte densité temporelle et culturelle. Le mot, c'est une sorte de réservoir de mémoire, c'est une sorte de palimpseste qui, tout en étant très bien ancré dans le présent, en même temps garde en lui la marque indélébile des époques révolues. Et d'où vient justement de cette vision, de ce fonctionnement du mot poétique, vient une très grande densité, richesse, intensité des réminiscences et des références culturelles, mythologiques, historiques de la poésie de Mandelstam, qui entremêle très aisément les différentes époques, les différents plans temporels et spatiaux. J'aimerais revenir avec vous sur le poème de l'introduction récité par Mandelstam lui-même et notamment sur la notion de contemporanéité dont il parle dans ses vers.
Lorsqu'il affirme « Non, de personne, jamais je ne fus le contemporain », il semble insister sur l'idée de l'interlocuteur ou du destinataire de sa poésie. Pourriez-vous nous expliquer quel rapport Mandelstam entretient avec son époque et son interlocuteur? Je dirais, en une sorte d'introduction à ma réponse, je dirais que l'importance de ce rôle qu'a joué Ossip Mandelstam dans l'histoire et la culture du XXe siècle, cette importance, à mon avis, est double. D'une part, par son grand talent, Mandelstam occupe de droit une place d'honneur parmi les grands poètes du XXe siècle. Mais d'autre part, son destin, à mon avis, est l'incarnation même de ce destin tragique du poète du XXe siècle, poète confronté à l'horreur des régimes totalitaires. Poète rejeté, persécuté et finalement tué par son époque. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette citation de Giorgio Agamben dans la préface que je fais à notre édition. La citation où Giorgio Agamben définit le contemporain en tant que celui qui a reçu en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Et de ce point de vue, Mandelstam, bien évidemment, était contemporain de son époque, parce que il était celui qui a reçu en plein visage ce faisceau de ténèbres qui provenait de son temps. Mais, en même temps, le cheminement artistique, le cheminement humain de Mandelstam, le cheminement qui était marqué par des moments de force, et je dirais même d'héroïsme, et en même temps par des moments de faiblesse, qui est tout à fait naturel, ce cheminement humain et artistique s'est déroulé sous le signe d'une forte résistance à ce léviathan soviétique écrasant l'homme. Et cette résistance est née, s'est formée et s'est affirmée à travers ce sentiment dont Mandelstam parle dans le poème, ce profond sentiment d'étrangeté, spirituelle, idéologique, humaine par rapport à l'esprit de son temps. Le temps qu'il nomme lui-même, la formule qui est devenue célèbre, le siècle chien-loup. Et donc de ce point de vue, il n'est pas contemporain. Donc d'une part, il est contemporain et de l'autre, non. Cette résistance au léviathan soviétique a pris différentes formes, dont l'essentiel est bien évidemment celle qui passe par le pouvoir du verbe, par la poésie que Mandelstam lui-même désigne, une autre formule devenue célèbre, la poésie qu'il désigne comme l'air dérobé, varovanный воздух. Donc l'air dérobé qui empêche l'asphyxie. Et d'ailleurs, l'asthme de Mandelstam acquiert une signification assez symbolique dans ce contexte. Donc, l'air dérobé qui empêche l'asphyxie dans ce contexte général sinistre, contexte d'étouffement qui était celui de son époque. On sait très bien où cette résistance a amené Mandelstam. En 1938, Mandelstam, le poète, cet otage de l'éternité, si on utilise une autre formule devenue célèbre que propose un autre grand poète russe du XXe siècle, Boris Pasternak, pour définir la figure du poète. Donc, le poète, l'otage de l'éternité, en 1938, périt avec des millions d'autres dans l'ombre et l'anonymat au goulag, tués par le régime. Mais il périt. Et là, je reviens vers cette autre image que vous avez mentionnée tout à l'heure. Il périt en nous laissant une très belle image qui provient de son article de l'interlocuteur. L'image du poème en tant qu'une bouteille que le poète jette à la mer après y avoir scellé son nom et le récit de son destin tragique. Donc cette bouteille, un jour, il va être retrouvé, ce poème, cette bouteille vont être un jour retrouvés par un lecteur
Un lecteur qui va ouvrir la bouteille, qui va lire le poème, lecteur inconnu et en même temps précieux. Et pourquoi précieux? Parce qu'il va réaliser ce que je pense était le souhait le plus profond de Mandelstam, qui ne se présentait pas comme le contemporain de son époque. Mandelstam, je pense, avait ce souhait d'être un jour accueilli et profondément compris par son interlocuteur. Et je pense que notre édition des œuvres complètes de Mandelstam en français, cette édition doit aider ce souhait de Mandelstam à se réaliser. Et je pense que c'est une mission très importante qu'a cette édition. Jean-Claude Schneider, vous êtes poète ainsi que traducteur de l'allemand, mais pas seulement puisque vous avez récemment traduit les œuvres complètes de Mandelstam. Ce travail, pour lequel vous avez reçu le prix de traduction poétique Nelly Sachs en 2018, vous a demandé presque 6 ans. Avant de nous pencher sur tout ce processus de traduction, expliquez-nous comment avez-vous découvert Mandelstam? J'ai découvert Mandelstam dans les années 60, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai fait connaissance avec Paul Celan. Je suis allé le voir parce que j'avais commencé à le traduire et dès notre premier entretien, il m'a donné sa traduction de Mandelstam qu'il avait faite en allemand et qui m'a permis de connaître Mandelstam que je ne connaissais pas à l'époque. J'ai lu évidemment attentivement cette traduction et puis quelques années après, c'est-à-dire au début des années 70, il a été question de fonder une revue avec Claude Esteban, une revue qui s'appelait Argile. Pour travailler à cette revue, Claude Esteban, qui était le directeur de la revue, m'a demandé d'apprendre une autre langue, de manière à ce qu'on puisse traduire des poètes ou des auteurs étrangers. J'ai donc décidé à ce moment-là d'apprendre le russe. Et en même temps, j'ai fait la connaissance de Viraline Artova, qui est une jeune poète, qui à l'époque était un jeune poète tchèque, qui venait d'arriver en France. Et ensemble, nous avons décidé de traduire, comme première traduction, de traduire l'entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam. Donc c'est avec son aide que j'ai fait cette première traduction à une époque où je commençais seulement à déchiffrer un petit peu la langue russe. Je n'aurais pas pu faire ce travail sans elle, bien évidemment. Et cet entretien sur Dante est paru alors, dans les premiers numéros de la revue Argile. Et en même temps, quand j'ai eu fait ce travail, je me suis attaqué à quelques poèmes de Mandelstam, que j'avais longuement lus, évidemment, dans la traduction de Paul Celan. Et ces poèmes ont été publiés aussi dans la revue Argile. Ensuite, Florian Rodari, qui dirigeait les éditions La Dogana, en Suisse, a décidé d'abord de publier ses traductions dans un numéro spécial des Belles Lettres, consacré à Mandelstam, et puis après de faire un volume spécial. Donc il est paru à ce moment-là c'est paru en volume l'entretien sur Dante de Mandelstam. Voilà, par la suite, j'ai traduit d'autres poèmes que j'ai publiés dans diverses revues. Et il y a 6 ou 7 ans que tout d'un coup, avec Antoine Jacotet, le directeur des éditions Le Bruit du Temps, et avec Florian Rodari, directeur des éditions La Dogana, que nous avons décidé de publier les œuvres complètes de Mandelstam. Alors vous disiez que vous avez commencé à lire Mandelstam en allemand. Qu'est-ce qui vous a frappé lors de votre première lecture de l'original en russe? Ce qui m'a frappé, c'est que Paul Celan a d'abord traduit avec des rimes. Ce qui, à mes yeux, ne pouvait pas se faire dans la langue française. Pourquoi? Parce que toutes les traductions de poésie étrangère qui se font avec des rimes en langue française
finalement ressemblent à des vers de mirliton et ça donne des solutions qui ne sont pas possibles. La plupart du temps, quand on regarde ces traductions-là, on s'aperçoit que le premier mot qui est à la rime, il est effectivement dans le texte original, et puis le deuxième, il a été inventé par le traducteur, donc il n'est pas dans le texte. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc pour moi, il n'était pas question de mettre des rimes, d'autant que l'évolution de la poésie russe et l'évolution de la poésie en France sont totalement différentes, puisque les Russes continuent à mettre des rimes, alors qu'en France, je ne vois pas qui aujourd'hui, très peu de poètes mettent des rimes à leurs poèmes. Voilà. Donc les rimes, c'était banni. Ce qui m'a frappé ensuite, c'est les grandes libertés que Paul Celan prenait par rapport au texte. Et on peut dire même un peu qu'il a, d'une certaine mesure, il a, je dirais, un peu célanisé la poésie de Mandelstam, ce qui donne des résultats très, très beaux. C'est magnifique, les traductions de Paul Celan en russe, mais ce n'est pas très près du texte la plupart du temps. Et moi, j'ai pour habitude, quand je traduis, de rester le plus possible près du texte. D'ailleurs, quand les premiers poèmes que j'ai traduits de Paul Celan, Paul m'a dit vous pourriez prendre plus de liberté, je vous trouve bien servile, prenez des libertés, mais c'est parce que c'était sa manière de concevoir les choses, ce n'était pas tout à fait la mienne. Voilà. Les traductions de Paul Celan sont très belles, elles sont très musicales, mais elles sont un peu éloignées de la formulation des poèmes russes. Et malgré cela, est-ce que d'autres aspects auraient pu influencer votre traduction? Alors oui, ce qui a pu influencer ma traduction, c'est les idées que Paul Celan se faisait de la poésie. Et c'est là que l'influence de Paul Celan est capitale. Tout cela est exprimé par Paul Celan dans un texte qui s'appelle Le Méridien, qui est une sorte de texte métapoétique sur sa propre poésie et sur la poésie en général. Donc je suis parti pour faire ma traduction de deux points de vue différents, de celui de Paul Celan, mais qui se rejoignent, on verra, de celui de Paul Celan exprimé dans le Méridien et du point de vue de Mandelstam lui-même dans le texte de l'entretien sur Dante. L'influence de Paul Celan, elle tient à ce texte que je sais à peu près par cœur, mais je préfère le lire dans son exactitude. Il dit « Si tu n'as pas donné à ton poème son obscurité congénitale, tu n'as pas écrit de poème. » Voilà le texte capital, qui me paraît capital. Donc, cette notion d'obscurité, c'était quelque chose qu'il fallait sauvegarder à tout prix. Je m'en expliquerai un peu plus loin. Quand j'ai traduit donc Mandelstam, je dois préciser que je n'ai pas consulté les notes, je n'ai pas consulté la biographie, j'ai ignoré les commentaires faits soit par des Russes, soit par d'autres. J'ai traduit le texte. Je suis parti directement du texte. D'ailleurs, j'ai retrouvé récemment une petite phrase de Susan Sontag qui dit « On peut se référer à l'œuvre pour interpréter la vie, on ne saurait se référer à la vie pour interpréter l'œuvre. » Donc ça corroborait aussi ce point de vue que j'adoptais. J'explique un peu, il y a une différence fondamentale entre le texte abouti d'un poème et l'anecdote qui est à l'origine de ce poème. Et bien sûr qu'il y a une anecdote au départ, il y a une volonté du poète, mais le texte abouti est souvent très différent. Je voudrais faire une autre citation, je me suis référé, ça va toujours dans le même sens, c'est une phrase de Braque, le peintre, qui dit « Le tableau
doit effacer le sujet. Pour moi, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et puis un point d'aboutissement et ils n'ont pas grand-chose à voir. Alors là, je me suis aidé des commentaires de Mandelstam sur la poésie. Mandelstam qui dit « Là où se décèle une commune mesure entre la chose et sa narration, les draps ne sont pas froissés, la poésie n'y a pas couché. » Paul Celan résume cette idée en une phrase très laconique. Il dit, lui, dans le Méridien, « La poésie brûle ses étapes ». C'est ce que Mandelstam, lui, de son côté, vous voyez, les deux univers poétiques de Paul Celan et de Mandelstam se recoupent profondément. C'est ce que Mandelstam appelle la convertibilité de la matière poétique. Et il l'explique dans un passage au début de l'entretien sur Dante qui me paraît fondamental et très imagé, tout à fait dans le style de Mandelstam. Il écrit « Traverser en un éclair toute la largeur du fleuve qu'encombrent d'agiles jonques chinoises faisant voile en tous sens, ainsi naît le sens de la parole poétique. Cet itinéraire, impossible de le retracer en interrogeant les bateliers. Il ne saurait dire de quelle manière ni pourquoi nous avons sauté d'une jonque à l'autre. » Donc c'est tout le chemin qui va donc de l'anecdote, de l'intention de départ du poète jusqu'au poème abouti que personne finalement ne peut retracer. J'ai dit tout cela pour expliquer que je pars du poème abouti et je ne m'occupe pas du chemin intermédiaire, de l'itinéraire, comme dit Mandelstam. Et cette obscurité, cette convertibilité dont parle Mandelstam, voilà ce qui doit favoriser, à mes yeux, ce que j'appelle moi le buissonnement des significations dans la parole poétique. Vous venez d'aborder un peu cette question, mais pour creuser un peu plus en profondeur, pourriez-vous nous expliquer quels ont été les choix que vous avez dû faire lors de la traduction des poèmes de Mandelstam? Alors effectivement, j'ai parlé des généralités, de l'esprit général et du principe. Dans le détail, j'ai donc précisé déjà que je n'utiliserai pas de rime et qu'en revanche, j'utiliserai des rythmes. Alors ça, je vais y venir. Évidemment, partir d'un texte étranger et arriver à une formulation en français, il fallait que je trouve une formulation qui soit différente de la prose. Là encore, je me suis référé à une parole de Mandelstam qui dit « Ce qui distingue la poésie de la parole machinale, c'est que la poésie, justement, nous réveille en plein milieu du mot. » Voilà une phrase qui m'a paru extraordinaire quand je l'ai lue et qui m'a évidemment sauté au visage. Donc il s'agit de trouver une formulation. Cette formulation, elle tient essentiellement, à mon avis, dans le rythme. Alors comment j'ai procédé? Quand j'ai fait mes premières traductions de Mandelstam, j'ai traduit en vers libre. Et puis quand j'ai décidé de faire les éditions complètes, je me suis rendu compte qu'il fallait procéder autrement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'inventer un rythme pour chaque poème. En général, j'ai essayé de me contenter surtout de rythmes impairs pour éviter le ronron, par exemple, de l'alexandrin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon, qui rend le poème un peu insupportable. J'ai donc privilégié des rythmes impairs, 9, 11, surtout. Ben, parfois, je suis allé jusqu'à 13. Et puis, je les ai fait alterner. C'est-à-dire, dans le même poème, je n'ai pas toujours adopté le même système. Il m'est arrivé d'écrire un poème entier avec le même nombre de pieds pour chaque vers. Mais dans la plupart, quand même, j'ai voulu rompre cette sorte de monotonie et de musique obligatoire en faisant alterner donc un rythme, 9, avec un autre rythme, 11 pieds, par exemple. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un vers ou d'une strophe qui rend ce rythme au mieux selon vous et dont vous êtes particulièrement satisfait?
Oui, je peux vous donner quelques exemples. J'espère qu'il y en a d'autres dans le texte quand même, et pas seulement ceux que je vais vous donner. Bon, dans les premiers poèmes, ce qui était important à mes yeux, c'était de trouver quelque chose de verlainien, de sauvegarder une musique verlainienne, parce que c'est à l'époque où Ossip Mandelstam était à Paris, il a découvert la poésie de Verlaine, et elle l'a, à mon avis, beaucoup influencé. Par exemple, dans La Pierre, « D'où vient que soit mélodieuse l'âme, et si rares les noms aimés, et pourquoi le hasard, l'imprévu à qui l'on rythme chaque instant. Il lève sa nuée de poussière, fait un bruit de papier froissé, et plus ne reviendra. Ou alors sera, s'il revient, déjà autre. » Voilà, pour vous donner un exemple de cette sensibilité verlainienne. Alors, évidemment, on n'a pas toujours la chance de tomber sur un vers en français dont la musicalité peut se copier sur la musicalité du vers étranger, bien sûr. Mais c'est arrivé parfois. Par exemple, « Homère, la mer, tout par l'amour est mu. » Je cite des vers isolés, n'est-ce pas? « Et ruisselle dans l'air le bleu blême de la glace. » Ou bien encore, sur les pentes pierreuses de la pierrie. Et pour ce qui est du rythme, pour différencier le rythme de la prose du rythme de la poésie, un exemple, « Se dissout sel dans le tonneau l'étoile ». Au lieu de dire le sel se dissout, l'étoile, sel se dissout dans le tonneau. Donc se dissout, sel dans le tonneau, l'étoile, c'est, il me semble, un vers qui a sa forme aboutie, sa forme définitive. Je vous remercie. J'imagine d'ailleurs qu'il n'a pas toujours été facile de traduire certains passages. Dites-moi, quelles ont été les plus grosses difficultés lors de la traduction des œuvres poétiques ? Il y en a eu beaucoup. La première que je pourrais mentionner, c'est que en russe, il y a une absence d'articles, qui fait qu'évidemment, le vers russe est d'une densité beaucoup plus grande que celle du vers français. Et ça, c'est évidemment une différence insurmontable. Et il est évident que la présence d'un article ralentit le débit, multiplie les mots déjà, donc forcément on arrive à quelque chose de moins concentré que dans le texte russe. Ensuite, j'ai eu bien évidemment des difficultés de compréhension pour certains passages, parce que vous avez pu vous en rendre compte en le lisant, la poésie de Mandelstam n'est pas une poésie des plus évidentes, des plus simples. Et il est bien évident qu'avec Anastasia de Lafortelle, lorsque nous avons ensemble relu ma traduction, nous nous sommes interrogés sur certains passages en nous demandant ce que ça voulait dire, quelle était la signification. Parfois, j'avais adopté un passage, Anastasia pensait que ça voulait peut-être dire autre chose, après elle me disait « Oh, bah si, peut-être que vous avez raison ». Mais donc c'est pour vous dire la difficulté de certains passages qui restent un peu énigmatiques. Mais comme j'avais décidé de traduire l'obscurité, comme je l'ai dit plus haut, dans ces cas-là, j'ai traduit presque mot à mot ce qu'il y avait sans peut-être chercher à comprendre davantage le sens, sans chercher un sens clair, disons. Autre difficulté, j'y ai fait allusion tout à l'heure à propos de Verlaine, il est certainement plus difficile de traduire un texte simple qu'un texte compliqué. C'est un paradoxe, mais je pense qu'il est beaucoup plus difficile de traduire, par exemple, en russe ou en allemand, un texte de Verlaine comme « Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone ». Retrouver ça dans une langue étrangère, c'est quasiment impossible.
Et en français, c'est d'une simplicité désarmante. En revanche, j'ai cité Verlaine, en revanche, traduire par exemple Mallarmé, évidemment, posera beaucoup de difficultés, mais en même temps, on a la chance que, étant donné ces difficultés, le texte abouti dans la langue étrangère conservera plus de choses, risque d'être plus riche que pour un texte très simple pour lequel on n'aurait pas trouvé la musique ni les équivalents sonores. Je voudrais revenir justement sur la musicalité, puisque c'est grâce à elle finalement que Mandelstam parvenait à apprendre ses poèmes par cœur sans effort. Et on dit qu'il corrigeait et retravaillait ses textes uniquement dans sa tête durant leur composition. Est-ce qu'il vous est arrivé d'adopter par moments la même stratégie ? Alors d'abord, je pense que c'était un principe chez Mandelstam de travailler comme ça, de mémoire et de tout composer dans sa tête. Il faut dire qu'il y a été aussi un petit peu obligé, puisque les services de Staline venaient chercher dans ses malles pour trouver des manuscrits. Et heureusement, comme il avait tout dans sa tête et que sa femme Nadejda avait aussi tout dans sa tête, il ne les trouvait pas. Donc il a été un peu obligé de travailler de cette manière-là. Mais je pense que c'était comme ça qu'il voulait procéder, bien sûr. Alors travailler de mémoire, eh bien évidemment que ça arrive à chaque instant. Il m'est arrivé par exemple de trouver la formulation d'un vers en fin de journée, alors que j'y avais réfléchi toute la journée. Donc ça voulait dire que le travail s'était fait aussi dans ma tête. De toute façon, traduire un poète, ce n'est pas possible sans essayer chaque vers. Je me suis efforcé que chacun de ces vers soit dissible. Non pas que je les ai forcément déclamés à haute voix comme faisait Flaubert, mais au moins me les réciter dans la tête pour en entendre la musique. Forcément, il y a une écoute extérieure ou écoute intérieure. Forcément, le travail de la mémoire est là capital. Mais je voudrais préciser quand même que le poète et le traducteur, là, se trouvent dans des situations différentes. Parce que le poète, lui, il cherche à mettre en mots une musique qu'il entend dans sa tête et qui n'a pas encore de forme. Mandelstam dit « Il n'y a encore aucun mot et le poème déjà résonne ». Alors que pour le traducteur, c'est l'inverse. Il lui faut trouver au texte qui existe une résonance musicale ou autre, une résonance en mots. Et c'est cette résonance que Mandelstam compare d'ailleurs, toujours dans l'entretien sur Dante, où il parle de la poésie d'une façon définitive et de toute poésie finalement, pas seulement de la sienne. Cette résonance que Mandelstam compare à la barque égyptienne des morts, qui est chargée de tout ce qui est l'indispensable, c'est-à-dire les cruches, les aromates, miroirs et peignes. Alors bien sûr, la mémoire m'a accompagné tout le temps dans ce travail, forcément. Le 1er janvier 1924, celui qui a embrassé le crâne meurtri du temps avec une tendresse de fils se souvient que parmi les congères du blé, le temps pour dormir couchait sous la fenêtre. Qui, du siècle, a soulevé les paupières malades de pommes pesantes, somnolentes, entend l'incessante rumeur lorsque grondent les fleuves des temps fourbes et sourds. Il a 2 pommes somnolentes, le souverain siècle,
et une belle bouche argileuse. Mais contre le bras languide du fils vieillissant, il vient agonisant se serrer. Je sais, chaque jour s'affaiblit le souffle de vie. Encore un peu et va s'interrompre la chanson simple parlant des offenses d'argile, et dans les bouches l'étain coulé. Ô la vie argileuse, ô l'agonie de mon siècle, celui-là seul, je crains, te comprend, en qui habite le sourire impuissant de l'homme qui, loin de soi, a pu s'égarer. Et quelle douleur, chercher la parole perdue, lever ses douloureuses paupières, et la chaux dans le sang, pour la tribu étrangère, rassembler les herbes de la nuit. Siècle, couche de chaux dans le sang du fils malade qui durcit. Moscou dort, huche en bois, et nulle part où le fuir, ce siècle souverain. La neige, comme hier, sans la pomme. J'ai une envie, m'enfuir d'ici, et loin de mon seuil. Où me sauver? Dehors il fait sombre, et pareil à du sel répandu sur les pavés, la conscience, devant moi, blanchie. Par les ruelles, longeant les nichoirs, les pignons, en route pour pas loin, un beau jour. Simple voyageur dans ma fourrure de poisson, je peine à fixer à mon traîneau la bâche. Là, l'éclair d'une rue, puis d'une autre. Le bruit gelé du traîneau craque comme une pomme. La boutonnière ne s'ouvre pas et s'échappe toujours de mes mains. Avec un écho de tôle, de ferraille, gronde dans les rues de Moscou la nuit hivernale. Là, choc de poissons gelés. Ici, gardon d'argent. Jaillit la vapeur de salon de thé rose. Moscou est de nouveau Moscou. Je lui dis bonjour. Ne m'en veux pas, ça ne compte plus. Comme autrefois, je salue la confrérie. Gel qui mord, justice de brochet. Neige où flamboie la framboise de l'apothicaire, et quelque part l'Underwood crépite, le dos du cocher est presque une archine de neige. Que veux-tu d'autre? On ne te touche pas, te tue pas. Beau est l'hiver. Le ciel de chèvre éparpille sa laitance d'étoiles qui brûlent. Contre les patins glacés, la couverture frotte son poil de cheval et claque. Les venelles, tout enfumées par le kérosène, ont tout avalé, neige, framboise, glace, et tout s'y desquame en sonatine soviétique, en souvenir de cette année 20. Se peut-il qu'à l'ignoble médisance, je livre, le gel comme toujours sans la pomme, la merveilleuse promesse faite au Carreta, ces grands serments jurés dans les larmes. Qui d'autre tueras-tu? À qui rendras-tu hommage? Et quel mensonge encore inventé? Arrache au cartilage de l'Underwood sa touche, tu trouves l'arête du brochet, et la couche de chaux dans le sang du fils malade se dissipe, un rire gicle heureux, naît machine à écrire ta sonatine simple que l'ombre de ses puissantes sonates. 1924. Avant notre entretien, je vous avais proposé de présenter une de vos traductions durant notre discussion et vous avez justement choisi le 1er janvier 1924. Pourquoi avoir choisi ce poème-ci plutôt qu'un autre? Eh bien, on trouve là, comme dans beaucoup d'autres poèmes d'ailleurs, mais pas dans tous forcément, tous les signes qui caractérisent l'imaginaire poétique, l'imaginaire de la poésie de Sip Mandelstam. D'abord une abondance de références. C'est comme je dirais que c'est comme une voie lactée de mots où cristallisent des constellations d'images dont je citerai par exemple Congère du blé,
paupières du siècle, pommes somnolentes, bouche argileuse, herbe de la nuit, et aussi les cartilages de l'Underwood, la machine à écrire, comparée donc à une sorte de squelette. Et dans cet amas de mots viennent sonner parfois des notes plus concrètes, telles que choc de poisson gelé ou justice de brochet. Pour terminer, à la fin du poème, sur une musique de sonatine. Donc tout cet ensemble, cette densité de références, on la retrouve évidemment dans bien d'autres poèmes, dans tous les beaux poèmes, je dirais, dans tous les meilleurs, comme dans le long poème qu'on ne peut pas citer parce qu'il est trop long, Ayant trouvé un fer à cheval, qui est d'ailleurs, je dois le préciser, un poème en vers libre, écrit par Mandelstam en vers libre, et dans lequel justement on trouve ce passage. Où commencer? Tout craque, vacille, l'air tressaille de comparaison, la terre bourdonne de métaphores. Il me semble que c'est dans ces quelques vers que Mandelstam a lui-même résumé tout ce qui fait l'intérêt de sa poésie et ce qui la rend inépuisable. C'est-à-dire ce qui ne se simplifiera pas et se décantera petit à petit, et qu'on retrouve jusque dans les poèmes de la fin, même dans les poèmes de Voronège, qui sont pourtant plus simples, ou l'exil. Mandelstam, exilé à cette époque dans cette ville de Voronège, et interdit de revenir à Leningrad ou à Moscou, et où l'exil ajoute une résonance pathétique qui fait de Mandelstam, on peut dire, le contemporain d'un temps barbare qui le refuse.